Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Porter un monument à la force de son petit doigt, c'est possible grâce au créateur de bijoux Philippe Tourner, et c'est notre focus du jour. Rencontre avec Thierry Vasser, né raffiné et élégant de la prestigieuse maison Guerlain. Déambulation dans Paris avec Sarina du site My Little Paris qui nous emmènera découvrir ses adresses fétiches. La relève du jour, c'est Médriaz et ses créations faites main de luminaires et mobilier en laiton et en cuivre. Mais tout de suite, ses points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'il est le boucher star de la capitale. Hugo Desnoyers est un vrai passionné. De Nice à Tokyo, en passant par sa petite boutique du 14e, Hugo nous fait aimer la viande. Dernier concept en date, une boucherie-restaurant à Paris où l'on peut faire ses courses mais aussi déjeuner et s'enfiler de généreuses pièces de viande rouge saignante ou parfaite volaille rôtie pour les carnivores only. 7 hectares pour le plus grand marché d'antiquaires du monde. Bienvenue au Puce de Saint-Ouen, à proximité de Paris. Que vous soyez plutôt commode Louis XVI ou meuble à clapet industriel, fan de fringues des années 60 ou collectionneur de vinyle, impossible de repartir les mains vides de cette balade. So Press, c'est le groupe de presse qui ne sort que des magazines qu'on adore. So Foot pour les fous du ballon rond, Doolittle pour les parents modernes, So Film pour les cinéphiles et le dernier né, Society, un quinzomadaire sociétal pointu. Le point commun entre eux tous, un ton jeune et décalé et des articles à l'écriture fraîche à acheter au kiosque, les yeux fermés. C'est la saison des collabs et cette fois-ci, c'est André qui frappe fort en créant une collection capsule avec la jeune marque parisienne Apologie. Le résultat, ça sent bon le sable chaud et les vacances. Escarpins ananas à paillettes, chaussettes tutti frutti, sandales pastèques, imprimés jungle, on veut tous ces modèles pour un look estival complètement girly et fruité. Tout de suite, notre focus sur les bagues architecturales de Philippe Tourner. Un château célèbre, une pagode chinoise ou simplement votre maison de campagne adorée en guise de bague de fiançailles, c'est possible. La bague architecture de Philippe Tourner puise ses origines chez les Mérovingiens. Vous en avez peut-être aperçu dans des musées, mais sachez qu'il est possible aujourd'hui d'en trouver au goût du jour. Philippe Tourner, joaillier passionné d'histoire et d'architecture, et son fils Mathieu revisitent cet objet séculaire. Les bijoux ont toujours une verticalité, ont eu un sens qui s'apparentait à l'architecture, mais non figurative. Il n'y avait pas de petites fenêtres, il n'y avait pas de toit, les toits étaient remplacés par des pierres. Et un jour, je me suis dit, tiens, ça serait bien si je les rendais plus figuratives pour que les gens rentrent dedans et comprennent mieux. Philippe Tourner nous montre comment il est passé d'un style à l'autre. Ça, c'est construit comme un petit village, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments différents, reliés les uns aux autres. Là, ils sont symbolisés par des pierres. C'est ce que j'ai fait du départ. Les tours, là, les diamants blancs, sont plus hauts que les autres pierres pour les protéger, parce qu'elles sont plus fragiles. Mais comme à l'entrée d'un village, il y avait des tours qui protégeaient la cité. À l'origine, ce sont les Juifs qui donnaient à leurs fiancés une bague représentant la demeure qu'ils souhaitaient leur offrir. Désormais, votre ville préférée ou votre château en Espagne peuvent orner votre main. Alors que les Tourner ont recours à des techniques de moulage très anciennes pour certains bijoux, ils utilisent la 3D pour les bagues architecture. Ici, c'est un bond de plus de 5000 ans qu'ils font dans les procédés de fabrication. Ici, on est sur un logiciel qu'on n'a pas l'habitude de trop voir en bijouterie. C'est un logiciel 3D, donc où on s'amuse à construire le bijou. C'est vraiment de la construction, là, comme on voit à l'écran. On crée ces formes, comme ceci, afin d'obtenir le design de bague qu'on souhaite à la fin. On voit petit à petit les détails qui ont été rajoutés, mais vraiment par construction, donc c'est-à-dire qu'on crée des formes et ensuite on vient par exemple comme ici, tu peux ajourer des fenêtres comme ici.
C'est vrai qu'au départ, on est passé un peu pour des ovnis dans le métier parce que les gens disaient que ça ne se faisait pas d'utiliser la 3D. Maintenant, il n'y a plus une maison de bijouterie qui se passerait de la 3D. On gagne en qualité, on gagne en temps, c'est vraiment quelque chose, et surtout en créativité, on est en nos limites. Pour les bijoux architecturaux, c'est vrai que la 3D, c'est essentiel. Et au Moyen-Âge, c'était comment sans imprimante 3D? Au Moyen-Âge, souvent, c'était sculpté à même le métal. Moi, j'en ai déjà fait en métal. Le résultat est beaucoup moins joli. J'y passe beaucoup plus de temps. Et ce que le client recherche, c'est quand même quelque chose de joli. Et si moi, je peux en faire à la main, mais ça va... On n'a pas le même détail, le même degré de finition, la même qualité. À droite, l'impression 3D en cire et à gauche, la bague en or pas encore polie. La bague est sortie en cire, comme ceci, qu'on a moulée dans le plâtre. Et on a, dans notre moule en plâtre, on a mis de l'or pour obtenir voilà, la même bague en or. Malgré l'aspect assez mat du bijou, c'est bien de l'or. Et pour le rendre brillant, il faudra passer au polissage. Mais avant cela, un peu de soudure pour ajouter un joli toit rose au monastère. Le polissage enfin avec une ribambelle de lime et de brosse. Et pour assortir à ce toit éclatant, on ajoute 2 diamants à la demande d'un client, la touche bling pour coiffer vos tourelles et remplacer vos vieilles tuiles. La bague architecture n'a désormais plus aucun secret pour vous. Cependant, l'atout de la maison Tourner, c'est sans doute l'effet de surprise. Lorsque l'on voit une telle bague, on ne s'attend pas à découvrir l'univers miniature qui existe sous cette imposante toiture. Masse provençale ou ville colossale, vous trouverez forcément bague à votre doigt. C'est un portrait parfumé que nous vous proposons maintenant avec Thierry Vasseur de la Maison Guerlain. Voici Thierry Vasseur, le parfumeur d'origine suisse qui a repris en 2008 les rênes de la Maison Guerlain. De ses rêves sont nés les derniers parfums de la marque tels qu'Idylle, La Petite Robe Noire ou encore L'Homme Idéal. Et s'il est le premier-né de la maison à ne pas porter le patronyme... Donc les formules... Cela n'a pas empêché Jean-Paul Guerlain, son prédécesseur, de lui confier les clés du véritable coffre-fort qui renferme les précieuses formules des plus de 200 ans d'histoire de la marque. Et c'est désormais en un coup d'œil qu'il peut reconnaître son auteur. Les années 50, donc ça c'est l'écriture de Jean-Paul. Et il y a pas mal d'essais qu'il avait effectués et des formules à lui, comme Habit Rouge ou Vétiver. Et pour cause, toutes ces formules, il a tenu à les apprendre par cœur pour continuer à faire vivre l'histoire de la maison, mais aussi s'en imprégner. Pour cet homme curieux de nature, décrypter les écrits de ses prédécesseurs a une saveur particulière. Par informatique, elles sont souvent soit par ordre alphabétique, soit par ordre décroissant de poids ou des choses comme ça, et ça n'a plus de sens pour moi. Alors que là, il y a un ordre qui est aléatoire, mais qui a été consciemment ou non voulu par celui qui a écrit ces formules. Donc je trouve que c'est plus amusant de les lire dans leur jus, quoi. Changement de costume et changement d'ambiance, direction la fabrication. Et c'est toujours avec le sourire que Thierry nous fait passer de la théorie à la pratique. C'est fait exprès. On est en train de fabriquer ou de peser Santal Royal. Je vous l'amène sur un plateau. Car le travail de manufacture chez Guerlain fait partie des attributions du nez. Une expertise dont l'homme s'est enrichi à son arrivée et qui a aussi changé sa vision de créateur. Comme je pense qu'on ne fait jamais rien seul, que ce soit à Paris avec le marketing ou l'évaluation, que ce soit ici avec la fabrication ou les ateliers, on est, à mon sens, on est une équipe qui doit être soudée et fonctionner ensemble. Donc il faut venir ici pour savoir, pour apprendre, pour comprendre. Et puis ensuite, au niveau de la fabrication, on peut constater différentes choses qui, parfois, pourraient vous faire changer l'écriture même
de vos formules. Parce que lorsque l'on est au laboratoire, souvent, on a des échantillons, allez, de 100 grammes au maximum. Mais ici, j'ai une bassine de 1000 litres de concentré. Et les sensations sont très différentes que celles que l'on peut avoir au laboratoire. Si Thierry aime s'amuser en créant, c'est qu'il a gardé une âme d'enfant. Et c'est sans doute grâce à cela qu'après plus de 30 ans de création, sa passion reste intacte. Pour être parfumeur, j'imagine, hein, et puis ça, je me dédouane un peu, qu'il faut avoir entre 12 et 15 ans d'âge mental. Il faut rester un enfant ou un jeune homme, parce que c'est à ce moment que s'exprime la curiosité. Il y a pas mal de tropisme à cet âge. Donc moi, je pense que j'ai 12 ans et que je mourrai à 12 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est au cours de ses voyages et de ses discussions que Thierry Vasseur trouve ses inspirations. Et des voyages, il en fait beaucoup. Pour le sourcing des matières premières employées dans la composition de ses parfums, mais aussi de ceux de ses prédécesseurs. J'étais en Australie. Vous trouvez du santal. En artisan intelligent, Thierry travaille avec les producteurs du monde entier à la pérennisation de leur culture et de leur savoir-faire. Une manière aussi pour lui d'être au plus proche de la nature qui lui fournit les essences nécessaires à ses créations. Chaque ingrédient joue dans une partition qui est celle de la formule, comme une note bien particulière. Donc ces ingrédients ont tous une voix ou une fonction, et tout ça fait partie de la magie de ce qu'il y a dans le flacon. Je pense qu'il y a une agriculture, il y a un savoir-faire local du monde entier, et toutes ces populations se mélangent dans un flacon. C'est marrant. Apprendre, comprendre, s'enrichir sans cesse, c'est ce qui fait la personnalité de Thierry Vasseur et sa sensibilité de créateur. Un parfumeur qui n'a pas fini d'opérer sa magie en flacon. Bonjour Thierry Vasseur. Bonjour, Katharina. Entre deux avions, vous avez le temps pour un petit entretien? Mais absolument, alors je vais tout vous raconter. Thierry, on va commencer un peu par le début. Vous êtes suisse, vous étiez plus souvent dans les champs que sur les bancs de l'école, c'est ce qu'on m'a dit. Une école de parfumeur à Genève. Oui. Mais vous êtes bien informé. Oui. Déjà, je peux vous le dire, effectivement. Mais ça n'a pas changé, parce que je suis toujours plus souvent dans les champs qu'à l'école. Exactement. Vous avez continué dans... En fait, donc, sans le savoir, en fait, 40 ans après, je vois qu'il y a une continuité. Donc, après tout, c'est pas mauvais signe. Mais à Genève, à 20 ans, après mon service militaire, j'ai fait mon école de parfumerie qui m'a amené, in fine, bien des années plus tard, chez Guerlain. Alors, vous dites souvent dans les interviews, je ne suis pas un nez, mais un cerveau. En fait, je ne dis pas tout à fait ça, parce qu'être un cerveau, c'est déjà bien présomptueux. Je dis, je ne suis pas un nez, mais derrière le parce nez, qu'il y a un cerveau derrière. Et donc, en effet, déjà, le parfum, il faut comprendre l'acte créatif, on ne peut pas l'expliquer comme ça, mais l'acte de création et le parfum, à mon sens, est une œuvre de l'esprit. Donc avant de l'avoir mélangé avec les bonnes proportions, déjà dans votre tête, vous savez à quoi ça va ressembler? En gros, et Jacques Guerlain disait, pour étayer cette théorie du cerveau, là, un parfum réussi est un parfum qui ressemble au rêve initial. C'est-à-dire qu'il y a un rêve, et ensuite on essaie, à force d'aller-retour avec le laboratoire, de faire en sorte que ce que l'on trouve dans le flacon du laboratoire corresponde au rêve initial. Et je pense que c'est une très bonne définition de ce qu'est un parfum réussi pour un parfumeur. Alors la fameuse base, la guerlinade, est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu, sans dévoiler des secrets Ça, comptez sur moi, je ne dévoilerai pas de secret d'État, mais effectivement, il existe ce terme de guerlinade qui vient d'ailleurs d'un parfum de Jacques Guerlain. Et donc,
On a appelé dans le milieu de la parfumerie guerlinade ce que je qualifierais d'être le tic d'écriture de Jacques Guerlain, qui consistait à souvent associer la bergamote, l'iris, la vanille, la rose, le jasmin et la fève tonka. C'est quelque chose qui révèle le goût, le style de Jacques Guerlain. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes qui portent vos parfums ? De changer souvent, de rester fidèle, d'en mettre très peu. D'ailleurs, on me dit toujours que je me parfume beaucoup trop. Donc moi, je suis assez... j'ai la main lourde. Alors... C'est quoi votre parfum? Habit rouge. Toujours? Parfois, je fais une exception. Enfin, je porte vétiver. Mais vétiver, c'est Jean-Paul qui porte ça tout le temps. Et je veux pas qu'on nous mélange, quand même. Mais je veux dire par là que habit rouge, c'est mon truc, quoi. Changer, c'est malheureusement, à mon sens, dans l'air du temps. Vous voyez, les jeunes gens, les enfants zappent. Donc avec les parfums, c'est un peu la même chose. Un jour, on porte quelque chose, un jour, une autre chose. Bon. Alors, que l'on porte des parfums selon son humeur, c'est bien. Mais par goût, moi, je préfère que quelqu'un ait son parfum. Et je trouve que c'est assez romantique de se dire que l'idée est que les gens puissent reconnaître votre passage, même sans que vous n'y soyez. Merci beaucoup Thierry, on espère que vous êtes encore très longtemps inspiré parce que c'est merveilleux de sentir vos parfums. Merci Catherine, merci beaucoup. En route pour une promenade parisienne à travers le regard affûté de Sarina Lavagne du site My Little Paris. Classée première destination touristique mondiale, Paris. Reléguée à la 113e place des villes françaises de par sa superficie, Paris est sans nul doute le plus incroyable des musées à ciel ouvert. Une fierté pour ses 2,2 millions d'habitants et surtout un symbole de la culture française à l'international. C'est ici, à 2 pas du Sacré-Cœur, avec vue sur les toits parisiens, que l'équipe très studieuse du site internet My Little Paris divulgue à ses internautes ses bonnes adresses encore méconnues, insolites et poétiques. Un Paname sur mesure. Aujourd'hui, notre guide, c'est Sarina. Son job, c'est de diriger un des services marketing de la start-up. Mais surtout, Sarina est une vraie Parisienne. Enfin presque, puisqu'elle est arrivée ici à l'âge de 5 ans. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi 3 coups de cœur, un Paris rafraîchissant, un Paris enivrant et un peu de Brooklyn à Paris. Ciao les filles! Direction la galerie de Valois dans le 1er arrondissement. Cette devanture, c'est le premier coup de cœur de Sarina. Un temple dédié à l'art du parfum. On est ici dans la boutique écrin de Serge Lutens au Palais Royal. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que tout est feutré, tout est un peu doux, atténué. Ça permet de se concentrer sur le fait de pouvoir respirer des parfums et des odeurs pour choisir celui qui vous ressemble. Épicée, boisée, souvent orientale, la parfumerie de Serge Lutens a du caractère, le sien. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un parfumeur qui est en dehors du temps. On a l'impression qu'il résiste aux modes et qu'il garde sa signature olfactive. En fait, sa particularité, c'est vraiment de créer des parfums en fonction de ses propres goûts et non pas en fonction de critères marketing ou autres. Et tant que le parfum ne lui plaît pas, le parfum ne sort pas. C'est ce qui caractérise sa parfumerie, qui est une parfumerie d'auteur. D'accord. À noter tout de même que cette boutique est l'unique adresse pour se procurer ces précieux flacons. Deuxième coup de cœur de Sarina, ce grand bâtiment en béton, la piscine Pontoise dans le 5e arrondissement. À l'extérieur, elle paye pas de mine, mais à l'intérieur, c'est un vrai petit bijou et j'en suis fan. Alors voilà, quand on entre dans cette piscine, il n'y a juste rien à dire. On le voit tout de suite, son grand point fort, c'est la lumière. C'est une lumière qui est zénithale, ça donne l'impression de nager en plein air. Elle est chère à mon cœur parce qu'en fait, elle ne change pas. Elle a gardé son petit jus des années 30
cette impression de remonter dans le temps avec les vieilles mosaïques, les petites coursives autour, les petites cabines qui font qu'en fait, malgré les années, c'est resté mon rendez-vous du samedi. C'est une vraie Madeleine de Proust. J'ai quasiment grandi dans cette piscine. Il y a vraiment un côté très convivial. À noter pour ceux qui ne trouvent jamais le temps de faire trempette, la piscine est ouverte de 7h à minuit. Pour finir en beauté, direction Pigalle. Enfin l'autre Pigalle, le Pigalle des Parisiens. Voici donc le dernier coup de cœur de Sarina, Buvette. J'y viens régulièrement pour passer un moment chaleureux entre amis. C'est un restaurant qui a sa sœur jumelle à New York et la carte est la même dans les deux endroits. Un café, bar, restaurant à la déco vintage maîtrisé, le tout servi par une gastronomie responsable, pourquoi pas. Ils choisissent des produits qui sont de saison, avec des fournisseurs qui sont locaux. Ce que j'aime ici, c'est que c'est des petites portions qu'on peut partager. Ça rend en fait le dîner très convivial. Alors ma recommandation, comme c'est un endroit qui a beaucoup de succès auprès des gens du quartier, c'est de ne pas hésiter à venir tôt pour avoir une bonne table. Donc vous avez découvert 3 de mes adresses coup de cœur, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. Moi en tout cas, je vais me régaler. La jeune maison Midriaz et ses étonnantes créations laiton, c'est maintenant. Midriaz est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires et de mobilier en laiton. Le nom de la marque s'inspire de la midriase, phénomène de dilatation de la pupille, suscité entre autres par une faible lumière ou le plaisir intense. Le ton est donné, ses réalisations exigeantes et luxueuses vont vous en mettre plein la vue. Au départ de ses créations, des inspirations puisées dans la nature et la géométrie. Et puis le tout prend vie ici, oui, dans ce petit atelier fondé en 2011 par 3 jeunes associés au parcours très différents. D'abord, il y a eu Malo, formé dans un atelier de fabrication de luminaires, qui a voulu monter son projet. Puis il a été très vite rejoint par Jennifer, issue de l'école Boulle, et Cyril, venu des Beaux-Arts et ancien graphiste vidéaste. Notre métier, c'est bronzier d'art. Ça veut dire qu'on est spécialisé dans les métaux non ferreux, en gros. Un métier au savoir-faire ancien et un matériau de prédilection, le laiton. Dans ses propriétés, il est super intéressant. Aussi, ça nous amène à être sur un marché très particulier qui est le marché du luxe, parce que c'est quand même un matériau semi-précieux. À partir du matériau brut, le métal subit de nombreuses étapes de traitement et de fabrication. Un savoir-faire très spécifique, maîtrisé par les 3 partenaires. Même s'il commence à sous-traiter les finitions, le trio aime réaliser ses projets de A à Z. On reçoit des profilés, donc des tubes, des barreaux, des plaques, qu'on va ensuite travailler. Ça commence en général par la découpe. Et ensuite, alors il y a le perçage, la brasure, brasure à l'argent, le cintrage, cintrage à chaud et à froid, le tournage. Si ces techniques n'ont presque pas bougé, la modernité réside dans leur esthétique et dans l'appropriation qu'ils se font à 3 du métier. Nous, dans notre métier, les techniques, elles existent depuis 150 voire 200 ans. Elles ont été perfectionnées souvent avec les machines, mais en soi, il y a eu très peu d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est que chacun on a un bagage particulier. Et en fait, bronzier d'art, ça amène à historiquement, c'est assez vaste et fourni. Et donc tout ça, on le mélange en fait à 3 et c'est super intéressant parce que du coup, on amène le métier à ce qu'il évolue. Mais au départ de toute création, encore et toujours le matériau. On a une approche très sculpturale de nos objets. En fait, l'inspiration première, je crois qu'elle vient de l'atelier directement. Après, on a tous un bagage culturel entre guillemets important, mais c'est vrai que nos projets, ils naissent d'abord de la matière, d'abord du contact avec les techniques et la matière. On n'est pas sur de la 3D, on n'est pas sur du dessin. On va faire directement en fait dans la matière. Les dessins, ce sera vraiment techniquement pour voir où est-ce qu'on met des vis. Mais après, voilà, c'est vraiment sculptural. Parmi leurs projets, Midriaz développe ses collections, mais fait surtout beaucoup de sur-mesure. En partenariat avec des architectes, des artistes et des décorateurs, le trio enchaîne les créations de multiples envergures. La marque veut diversifier ses projets, même si pour le moment, le luminaire représente la majeure partie de ses activités. La lumière, c'est un matériau en soi qui est intéressant à travailler. Et les jeux de reflets, les jeux
des jeux de lumière qu'on aime beaucoup, quoi. Et après, c'est vrai que pour revenir sur le mobilier, on a envie d'élargir notre vocabulaire, de travailler d'autres matériaux aussi, de ne pas se cantonner qu'au laiton. On travaille avec un verrier pour l'instant, mais on a envie de travailler le marbre, le bois aussi, quoi. Un travail polymorphe et exigeant qui leur a déjà valu plusieurs prix. On a reçu pas mal de prix. Si je fais le bilan, je crois qu'on en a eu 4 ou 5. C'est comme plus 5 ou 6, ouais. Bon, on en a eu quelques-uns. C'est des bons tremplins à l'activité et surtout à se faire connaître par le milieu. Une validation et un label, quoi. Une sorte de label. Une reconnaissance qui récompense leur savoir-faire et leur inspire de nombreuses ambitions pour la suite. Nos ambitions, c'est de se développer, de développer notre activité, d'embaucher du monde, de transmettre notre savoir-faire à de plus en plus de personnes. Se développer à l'international aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous importe aussi beaucoup parce que le savoir-faire français, il est reconnu dans le monde entier. À travers leur création tour à tour délicate et monumentale, on souhaite à ces jeunes créateurs de continuer à répandre leur lumineux savoir-faire à travers le monde. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!